Les galeries situées à l'intérieur du barrage Hoover sont assez étonnantes. Elles sont chargées d'évacuer l'eau sous le corps du barrage. Or, l'absence de ces galeries d'apparence simple aurait des conséquences dévastatrices pour le barrage. Pour mieux comprendre l'ingéniosité du barrage Hoover, examinons tout d'abord la façon dont le béton a été mis en place dans ce barrage. Avez-vous remarqué le choix étrange fait par l'ingénieur concepteur du barrage Hoover, M. John Savage, à la fin de cet élégant bétonnage bloc par bloc? Il a laissé un espace d'1 mètre de large au centre du barrage. Pourquoi exactement a-t-il laissé ce vide? S'il n'avait pas laissé cet espace et construit le barrage comme vous le voyez ici, le corps du barrage aurait formé des fissures dans les 1 à 2 semaines suivant le bétonnage. Cela est dû au fait que le béton se contracte lors du durcissement. Le problème ici est qu'il ne peut pas se rétracter car les extrémités des blocs de béton sont retenues par la roche de la montagne. Cela induit une forte tension dans le béton, ce qui provoque la fissuration du corps du barrage. Lorsque vous placez un espace vide au centre, le béton est alors libre de se contracter pendant le durcissement. De cette manière, aucune contrainte n'est induite dans le béton. Une fois le béton durci, les ingénieurs ont comblé cet espace avec du béton spécial. N'est-ce pas là une idée de construction géniale? Attendez un peu. Le site où se déroule la construction était à l'origine occupé par le violent fleuve Colorado. Lorsque le fleuve coule ainsi, il est évidemment impossible d'entreprendre une activité de construction avec succès. Comment les ingénieurs américains ont-ils donc réussi à dompter le Colorado et à assécher la zone pour pouvoir construire le barrage? Leur seule option était de détourner le fleuve. Si vous détournez le fleuve de cette manière, vous pouvez alors commencer la construction dans la zone asséchée. Le fleuve ne sera pas affecté après le détournement. Bien qu'il s'agisse d'une excellente idée, le détournement d'une rivière aussi violente et massive pose quelques problèmes. Une solution pratique pour détourner la rivière consiste à construire 4 tunnels géants autour du site de construction. Après la construction du tunnel de dérivation, vous pouvez construire des barrages temporaires appelés bâtards d'eau. L'eau ne peut plus s'écouler qu'à travers les tunnels. Comme les tunnels sont énormes, ils ne perturberont en rien le cours original de la rivière. Regardez cette étrange machine appelée Jumbo Drill. Des ingénieurs américains ont inventé cette machine pour réaliser les travaux de construction des tunnels de dérivation. À l'époque, les tunneliers étaient impopulaires. La seule option dont disposaient les ingénieurs était l'explosion contrôlée à l'aide de dynamite. La foreuse Jumbo pouvait accueillir près de 30 foreuses à la fois. Elle créait des trous pour introduire la poudre de dynamite dans la roche. Ces foreuses fonctionnaient à l'air comprimé. Plutôt intéressant, non? Après avoir rempli la roche de dynamite, la foreuse géante et les ouvriers se déplaçaient à une distance de sécurité. L'étape suivante consistait à commander électriquement l'explosion des dynamites. Les pelleteuses arrivaient alors sur le site pour déblayer méticuleusement les débris. Nous verrons un peu plus tard ce qu'ils faisaient des pierres plutôt que de les jeter. Les ouvriers ne pourront pas reprendre leur travail juste après l'opération de nettoyage à cause de ces dangereux rochers suspendus. Il fallait ensuite bétonner le tunnel pour fixer le rocher. Le bétonnage de la partie inférieure était relativement facile. Cependant, cette méthode ne fonctionnera pas pour le reste du tunnel. Les ouvriers ont d'abord placé des barres d'armature comme indiqué. Ils ont ensuite collé les barres d'armature à la roche en y projetant du béton. Ils ont ensuite utilisé une machine intéressante, une machine à coffrage extensible. Cette machine à commande hydraulique est capable de s'étendre après avoir pénétré dans le tunnel. Le bétonnage latéral a été réalisé de cette manière. Le bétonnage de la partie supérieure restante a été réalisé à l'aide de pistolets à béton pneumatique. Une fois le bétonnage terminé, la machine de coffrage a été enlevée. Il est maintenant temps pour la foreuse Jumbo d'aller plus loin à l'intérieur. Ce cycle a été répété plusieurs fois. Et après 18 mois de travail acharné, les 4 tunnels de dérivation étaient prêts.
Ils ont ensuite ouvert les tunnels de dérivation en enlevant la terre qui se trouvait devant. Un petit filet d'eau de la rivière a alors pu pénétrer dans les tunnels. Voici une question qui donne à réfléchir. Que pensez-vous qu'il se passera si les camions commencent à déverser des pierres et de la terre en amont de ces tunnels? Le niveau de l'eau augmentera, évidemment. Les camions augmentent la hauteur de cette montagne de roches. Parce qu'elle est maintenant plus haute que le point haut du tunnel, l'eau de la rivière devrait être complètement détournée. Hurrah! Nous avons réussi à détourner parfaitement la rivière et à assécher le chantier. La montagne de roches que nous venons de construire s'appelle un bâtard d'eau. Les mêmes pierres cassées qui ont été dégagées lors de la construction du tunnel ont été utilisées pour la construction du bâtard d'eau. L'eau détournée dans le tunnel retrouve son lit d'origine après environ 900 mètres. À l'autre extrémité, un autre bâtard d'eau est construit pour éviter que l'eau ne pénètre sur le chantier. Devons-nous entreprendre une opération de bétonnage massive sur ce terrain sec pour construire un barrage? Vous pouvez le construire. Mais lorsque le barrage se remplira d'eau, il se renversera en raison de la forte pression hydrostatique. Pour que le barrage reste stable, il doit être solidement soutenu par ses trois côtés. Voici comment ils ont mis en place un support solide pour l'extrémité du barrage. Tout d'abord, enlevez toutes les roches affaiblies par les intempéries. Ensuite, taillez les deux montagnes pour qu'elles correspondent à la forme et à la taille exacte du corps du barrage. Pour ce faire, les ouvriers ont à nouveau utilisé de la dynamite et des marteaux-piqueurs. Pour la partie inférieure du barrage, les ouvriers ont également enlevé toutes les roches fragiles et ont atteint une section solide appelée roche-mère. Pour atteindre les strates dures, ils ont dû creuser jusqu'à 90 mètres de profondeur. Le site est maintenant prêt pour les travaux de bétonnage massif et la construction principale du barrage Hoover. Le bétonnage s'est fait bloc par bloc. L'avantage d'une telle méthode de bétonnage est évident. La chaleur générée peut être dissipée facilement. De plus, cela a permis de faire de la place pour des conduites d'eau de refroidissement à l'intérieur de ces blocs. Une fois les blocs solidifiés, ils les ont remplis de béton. La symétrie de la disposition des blocs a permis de les relier solidement les uns aux autres. Une fois le bétonnage terminé, la section supérieure était suffisamment large pour accueillir une route. Jetez un coup d'œil au mécanisme de déversement que les ingénieurs du barrage Hoover ont inventé pour accélérer le bétonnage. Au départ, ils gardaient la benne à béton sur le sol. Maintenant, un ouvrier enlève le verrou à cliquer. À ce stade, si vous tirez la benne vers le haut, le fond à charnière à moitié fendu s'ouvre automatiquement et déverse le béton vers le bas. Fermons le tunnel de dérivation et enlevons les bâtards d'eau. La vue est magnifique. Le niveau d'eau dans le barrage augmente progressivement. Cependant, la conception actuelle du barrage risque d'échouer face à cette masse d'eau. Faisons une expérience pour comprendre pourquoi. Ce barrage est solidement ancré dans le sol. Maintenant, introduisons de l'eau et voyons ce qui se passe. C'est de l'eau boueuse. Mais quand je lâche ma main, le barrage se soulève. C'est parce que l'eau d'infiltration qui s'écoule sous le barrage exerce une force ascendante, connue sous le nom de force de soulèvement, et cette force de soulèvement provoque une énorme instabilité au niveau du barrage. C'est la raison pour laquelle des galeries de drainage ou d'inspection ont été prévues lors du bétonnage du barrage. C'est la raison pour laquelle des galeries de drainage ou d'inspection ont été prévues lors du bétonnage du barrage. Comment réduire la force de soulèvement? C'est le rôle de ces trous de drainage. Ces trous remplis de mortier aspirent l'eau d'infiltration des fondations du barrage et réduisent considérablement la pression de soulèvement. L'eau recueillie est ensuite pompée en aval. Ces galeries sont également utilisées pour l'inspection. Il est étonnant de constater que des technologies aussi simples assurent une grande stabilité au barrage. Nous arrivons maintenant à la partie la plus importante de cette vidéo, l'explication de la production d'électricité à partir du barrage Hoover.
Ces ouvriers construisent l'installation de production d'énergie du barrage dans cette structure en forme de U. De gigantesques turbines et générateurs Francis seront installés à cet endroit. La capacité de production d'énergie du barrage Hoover est énorme. Il y a 17 turbines et générateurs disposés dans cette installation de production d'énergie en forme de U. Le barrage Hoover utilise un type de turbine appelée turbine Francis. L'eau passe d'abord par cette structure en spirale, puis par les pales de la turbine. La force de l'eau fait ensuite tourner la roue. Cette dernière est directement reliée à l'alternateur. Si vous observez l'alternateur, vous verrez que le rotor et le stator ne sont que des bobines de cuivre. Aucun aimant permanent n'est utilisé ici. Cependant, le rotor a besoin d'une alimentation électrique pour générer des champs magnétiques. Ce courant est fourni par un excitateur qui utilise un stator à aimant permanent. Il est maintenant temps de transmettre cette énergie électrique. Mais remarquez d'abord la taille de la caisse qui contient ce système. Comment des turbines et des générateurs aussi gigantesques peuvent-ils être installés à l'intérieur de cette installation de production électrique? Si vous avez déjà visité le magnifique barrage Hoover, vous avez peut-être remarqué une tour à l'allure étrange et un ensemble de câbles et de poulies. Cette magnifique machine, un téléphérique, a accompli la tâche impossible d'installer les turbines et les générateurs. Vous pouvez voir que toutes ces roues principales sont reliées par un chariot. Ces petits trous de support et ces fils de support les empêchent de tomber. Ces deux tambours permettent à ce dispositif de se déplacer vers la gauche ou vers la droite grâce à une simple traction de câbles. Les extrémités de ces câbles sont attachées au chariot. Cette animation montre comment il est déplacé vers la gauche. Le déplacement vers la droite s'effectue de la manière inverse. Parlons maintenant du mécanisme de levage. Un tambour supplémentaire a été utilisé à cette fin. Vous pouvez voir le passage astucieux du câble autour des poulies. Vous pouvez également prévoir ce qui arrive au palan lorsque le tambour tourne. Les 3 tambours que nous venons de voir sont conservés à l'intérieur d'un bâtiment de levage. C'est ainsi que les ouvriers transportaient les matériaux vers la zone des turbines et ce mécanisme de levage est encore utilisé aujourd'hui. Du pur génie, n'est-ce pas? Après le transport, une grande grue à portique a été utilisée pour assembler et installer les générateurs, le rotor, le stator et d'autres composants lourds. La dernière question qui se pose est de savoir comment l'eau du réservoir atteint la turbine. C'est la tâche de ces tours de prise d'eau. Voici une vue aérienne. Nous devons maintenant relier l'eau collectée au niveau des tours de prise d'eau aux turbines situées en aval. Pouvez-vous m'indiquer une solution facile à mettre en œuvre? Oui, les tunnels de dérivation ne sont d'aucune utilité une fois la construction du barrage terminée. Il suffit de raccorder un petit morceau de tuyau entre la tour de prise d'eau et les tunnels de dérivation. L'eau s'écoulera vers l'aval et à partir de là, quelques ramifications de tunnels s'étendront jusqu'aux turbines. Cependant, il a fallu construire de nouvelles conduites forcées pour les 2 autres tours de prise d'eau. Pour mieux comprendre la géométrie des conduites forcées, suivons quelques molécules d'eau depuis les tours de prise d'eau jusqu'à la turbine. Contrairement au tunnel de dérivation, la conduite forcée doit être revêtue d'acier. Sinon, le tunnel s'éroderait avec le temps sous l'effet de la force de l'eau. Pour construire le revêtement en acier de la conduite forcée, une usine de fabrication spécialisée a été installée près du site de barrage. Les conduites forcées ont été fabriquées à partir de plaques d'acier laminées à l'aide d'une presse géante. 3 de ces plaques ont été soudées pour former de grands tuyaux. Les sections de conduite forcées et d'autres composants de grande taille ont été descendus dans les tunnels du barrage à l'aide du même téléphérique. Des remorques spécialement conçues qui attendaient aux tunnels d'accès les ont transportés à l'intérieur des tunnels, où les pièces ont finalement été raccordées. Des goupilles de pression ont été utilisées pour former une connexion continue entre la tour de prise d'eau, les turbines et les vannes de sortie. Nous avons vu l'utilisation et la construction des conduites forcées du barrage Hoover. Mais pourquoi ces ouvriers travaillent-ils sur un autre tunnel près du barrage? C'est ce qu'on appelle un déversoir. Supposons qu'il n'y ait pas de déversoir pour le barrage Hoover. Si l'eau stockée dépasse la hauteur du barrage, celui-ci débordera.
Il s'agit évidemment d'une situation dangereuse. Un tel débordement peut complètement détruire les installations situées en aval. C'est pourquoi on utilise des déversoirs. Les tunnels servant d'évacuateurs de crues sont situés à 8 mètres sous le sommet du barrage. Les déversoirs du barrage Hoover sont dotés d'un mécanisme de rotation intéressant. Si les autorités du barrage estiment que l'augmentation du niveau de l'eau pourrait bientôt s'atténuer, elles peuvent faire pivoter cette structure. Cela permet au barrage de retenir encore plus d'eau. Si le niveau d'eau augmente encore, l'eau débordera au-dessus de la structure et sera déversée en aval par les déversoirs. Observons à nouveau le barrage de haut en bas. Pouvez-vous identifier un moyen simple de construire le déversoir? Oui, il suffit d'utiliser la partie aval du grand tunnel de dérivation. Les ingénieurs du barrage Hoover ont fait preuve d'intelligence, n'est-ce pas? Après 5 années de planification et de construction fastidieuse, le barrage était enfin prêt à stocker l'eau. L'enlèvement du bâtard d'eau a été une opération délicate. Ils ont d'abord pratiqué des ouvertures contrôlées dans le bâtard d'eau, permettant à la rivière de l'éroder pour qu'il puisse retirer la structure temporaire. Dans certaines sections spécifiques où l'érosion par l'eau n'était pas assez efficace, une petite explosion à la dynamite a été utilisée pour briser le matériau du bâtard d'eau. Enfin, en août 1935, les bâtards d'eau ont été retirés et l'eau a commencé à monter dans le barrage Hoover. Le grand barrage Hoover a finalement réussi à dompter le violent fleuve Colorado. 1 mois plus tard, lors de la cérémonie d'inauguration, le public fut impressionné par la vue fascinante de l'énorme réservoir d'eau. Les capacités de production d'énergie du barrage Hoover n'étaient pas encore opérationnelles au moment de la cérémonie d'inauguration. Le premier générateur a été installé environ 1 an plus tard, en octobre 1936. Toutefois, ce n'est qu'en 1961 que le potentiel de production d'énergie du barrage Hoover a été pleinement exploité. Le barrage Hoover produisait une puissance impressionnante de 2080 MW. Mais, aujourd'hui, les centrales solaires sont capables de produire la même quantité d'énergie, soit 2000 MW. Vous souhaitez apprendre à concevoir des centrales photovoltaïques? Veuillez consulter mon cours sabinemathieu.com à ce sujet. Avant de quitter cette vidéo, pensez à nous soutenir sur Patreon. Cette chaîne survit grâce à nos donateurs. Merci, prenez soin de vous, bye bye.